Le rejet. On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas? Cette douleur, cette blessure. Mais et si on se trompait? Et si le rejet était bien plus que ça? Quelque chose de complètement différent? Imaginez un instant que ce ne soit pas juste une émotion passagère, qui va et qui vient, mais plutôt une véritable force, quelque chose de structuré qui pilote nos pensées et nos actions, la plupart du temps sans même qu'on s'en rende compte. Voilà, on y est. C'est ça, le cœur du sujet. Le rejet ne serait pas une émotion, non, ce serait une forteresse, une véritable prison intérieure. Un système de pensée qui nous enferme, qui nous impose sa loi et qui, au final, nous vole notre liberté. Alors, pour bien comprendre comment une telle prison peut se construire, brique par brique, on va suivre l'histoire de Crescence, une femme qui a vécu des années littéralement emmurée dans cette forteresse du rejet. Son parcours est assez fascinant parce qu'on y voit clairement comment chaque brique de la prison a été posée. Tout commence dans son enfance avec un père très sévère qui lui donne ce sentiment de ne pas être aimé. Puis, à 6 ans, son père meurt. Et là, événement choc. Alors que toute sa famille est en deuil, elle ressent de la joie, une libération. Imaginez le décalage et l'isolement terrible que ça a pu créer. À l'adolescence, ce besoin d'amour la pousse à porter des masques, à devenir méchante juste pour être acceptée dans un groupe. Et puis les rejets amoureux s'enchaînent les uns après les autres jusqu'à cimenter cette conviction en elle. L'amour, ce n'est pas pour moi. Ok, on voit comment cette prison se construit. Maintenant, regardons d'un peu plus près sa structure. Quels sont les murs qui la composent, qui la rendent si solide? En fait, la forteresse du rejet repose sur 3 convictions fondamentales, 3 piliers. Premièrement, la certitude de ne pas être aimé de Dieu. Deuxièmement, la certitude de ne pas être aimé des autres, ce que son histoire illustre parfaitement. Et enfin, la conviction de n'avoir aucune valeur, ce qui mène au rejet de soi-même. Ces 3 murs, ensemble, forment une cage redoutable. Et l'un des symptômes les plus évidents de cette prison, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Pour Crescence, c'était flagrant. Elle avait ce besoin constant d'être amoureuse. De ses 10 ans à ses 26 ans, il y avait toujours un garçon dans sa tête. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était un besoin désespéré d'être validé, d'exister dans le regard de quelqu'un d'autre. Bon, la question maintenant, c'est comment on sort de là? Comment on démolit une prison pareille? C'est un long chemin. Et on va voir que même le fait de trouver la foi, pour elle, n'a pas été une solution miracle. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Après sa conversion, Crescence est toujours prisonnière. Les murs sont toujours là. La jalousie, la comparaison, la faible estime de soi, tout ça continue. Et elle vit même un nouveau rejet sentimental, cette fois au sein de son église. La douleur est restée intacte. Il lui a fallu 7 mois, 7 longs mois de souffrance, de lutte intérieure, avant de pouvoir enfin baisser les armes, avant de pouvoir admettre devant Dieu son immense besoin d'être aimé. 7 mois pour briser l'orgueil, qui en fait était l'un des plus gros barreaux de sa prison. Et puis, un jour, le déclic. Ce qu'elle décrit comme un moment de sainte colère. Après une remarque d'une amie, quelque chose se brise en elle. Une indignation. Ça suffit. Assez de vivre en victime. Assez de pleurer parce que les gens ne l'aiment pas. Elle prend une décision radicale. Sa situation doit changer. Maintenant. Cette indignation l'a menée à poser 3 actions décisives. D'abord, pardonner à son père, un acte qui a libéré des décennies d'amertume. Ensuite, s'humilier, reconnaître cette soif d'amour. Et enfin, et c'est crucial, se mettre à chercher activement la vérité sur sa nouvelle identité, au-delà de ses blessures. Et c'est cette quête de vérité qui va la conduire au moment décisif, à la révélation qui allait enfin faire tomber les murs de sa forteresse. Ce qu'elle a compris est un changement complet de perspective. Elle a réalisé que la personne rejetée, c'était son ancienne elle, son ancienne nature. Mais en Christ, elle est une nouvelle création. Et cette nouvelle identité est, par définition, acceptée. Le rejet ne s'appliquait tout simplement plus à la personne qu'elle était devenue. La conclusion de sa quête, elle est là. Le rejet n'était pas sa réalité. C'était un puissant mensonge, une illusion qui l'avait maintenue captive pendant des années, mais qui s'effondre complètement face à la vérité. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi la vie, une fois qu'on est sorti de la prison? Comment cette révélation a transformé son quotidien? Un exemple concret l'illustre à la perfection. Un membre de sa famille lui envoie un jour un message très dur, plein de reproches. Avant, elle se serait effondrée. Ça aurait été la confirmation ultime qu'elle n'était pas aimée. Mais après, sa réaction est totalement différente. Elle a répondu avec maturité, sans se sentir personnellement attaquée. Pourquoi? Parce que sa valeur ne dépendait plus de l'approbation des autres. Elle explique ce changement avec une image très forte. Elle dit qu'elle a maintenant un backup, un filet de sécurité. Avant, quand quelqu'un la poussait, elle tombait par terre et se blessait. Maintenant, quand quelqu'un la rejette, elle ne tombe plus par terre. Elle tombe dans les bras de Dieu.
Le rejet humain n'a tout simplement plus le pouvoir de la briser. Histoire de Crescence montre qu'une prison de pensée, même construite sur des décennies, peut être démantelée par la vérité. Et ça nous amène à une dernière question, une question qu'on peut tous se poser. Quelles sont nos propres forteresses intérieures, et laquelle est-il temps aujourd'hui de commencer à renverser ?